Bien, bienvenue à tous à cette table ronde sur la place du pâturage dans les systèmes laitiers de la région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'action Comme lait. On est très heureux de recevoir nos participants pour échanger sur cette thématique. Participants que je m'empresse de vous présenter. Donc, à votre droite, Pierre Fouquet, directeur du SIL Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Bonjour à vous. Ensuite, nous avons Francis Fatet, qui est éleveur à Baudrière en Saône-et-Loire et qui est administrateur à l'AOP Crème et Beurre de Bresse. Bonjour. Stéphane Convert, qui est éleveur et responsable professionnel à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Bonjour à vous. Margot Party, qui est experte à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. Bonjour. Et puis enfin, Laurent Lefebvre, qui est référent technico-économique à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire également. Une première question pour Francis Fatet, qui est administrateur à l'AOP Crème et Beurre de Bresse. Ici, on connaît un petit peu dans ces systèmes-là la place du pâturage. Il a une grande place dans le cahier des charges. Mais finalement, est-ce que le consommateur a les mêmes attentes pour l'ensemble des produits laitiers, à votre avis ? Aujourd'hui, ce que le consommateur recherche notamment, c'est des produits de qualité qui rémunèrent les éleveurs et qui sont aussi gages de bonne santé de nos vaches laitières, surtout sur le bien-être animal. Ok, très bien. Peut-être aussi Pierre Fouquet par rapport aux attentes des consommateurs sur les produits laitiers. Est-ce qu'on a une réelle demande de lait de pâturage? L'interprofession laitière, donc au sein du CNIEL, a réalisé une étude en prenant un panel de consommateurs à la fois citadins et à la fois ruraux et leur a posé la question de comment est-ce qu'ils percevaient le pâturage. Les retours de ces deux groupes d'études qui étaient assez éloignés du monde agricole sont très positifs envers le pâturage. C'est vu comme amélioratif sur le bien-être animal, sur la qualité du lait, sur beaucoup de points. Mais par contre, ce que démontre aussi l'étude, c'est que le consommateur ne fait pas la différence entre pâturage, nourrir les vaches, et pâturage, sortir les vaches. Donc pour le consommateur, le lait de pâturage, c'est un lait où les vaches sortent, mais ils ne sont pas forcément nourris principalement à l'herbe. Et quelle preuve le consommateur peut attendre? Est-ce que le consommateur attend des preuves de consommation de lait de pâturage? Il existe une association qui s'appelle Lait de pâturage, qui est une association qui encadre un petit peu le logo et qui permet d'avoir une petite étiquette lait de pâturage. Après, également, il y a un référentiel qui a été fait par le CNIEL et qui encadre l'utilisation du terme lait de pâturage avec un certain nombre de conditions nécessaires pour qu'un produit puisse utiliser le terme lait de pâturage, avec un certain nombre de jours de sortie, un espace qui est laissé aussi aux vaches laitières. Donc tout ça, bien sûr, est encadré et c'est un référentiel qui est obligatoire puisqu'il a été validé par les pouvoirs publics. Okay. Très bien. Stéphane Convert, je m'adresse à vous par rapport aussi à cette demande de pâturage. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le pâturage, ça devient une condition un peu sine qua non d'accès au marché laitier et un peu un obligé finalement? Moi, je pense que ce n'est pas un accès au marché. Par contre, au niveau, c'est une segmentation supplémentaire. Donc, on l'a vu dans le comté, il y a une valorisation, il y a un cahier des charges qui impose de sortir les vaches et de les faire manger de l'herbe. Donc là, il y a une plus-value. Dans le lait standard, entre guillemets, il n'y a pas forcément une obligation à mettre les vaches à l'herbe et il n'y a pas forcément de plus-value. Donc non, pour moi, ce n'est pas un accès au marché. Par contre, c'est une possibilité d'aller rechercher de la plus-value pour contenter le consommateur et qui doit aller mettre un petit peu plus de... qui doit valoriser et payer plus cher ce produit. Okay. J'en reviens à l'AOP Crème et Beurre de Bresse. Est-ce que vous pourriez, Monsieur Fatet, nous rappeler la place du pâturage dans le cahier des charges de cette AOP? Alors aujourd'hui, dans le cahier des charges de l'AOP Beurre et Crème de Bresse,
Donc il faut une certaine surface obligatoire par vache et une certaine période de mise à l'herbe sur l'année. Et on retrouve dans le cahier des charges des études qui ont été faites qui prouvent que l'alimentation à l'herbe et au maïs donne la qualité de matière grasse qui est demandée par l'AOP pour produire nos beurres et nos crèmes. Donc finalement, dans cette AOP, on n'est pas forcément dans le tout 100% herbe pâturée, on joue sur la synergie un petit peu des différentes origines d'alimentation. C'est démontré que la qualité de matière grasse obtenue est bien obtenue par le mélange de l'herbe et du maïs. Okay. Très bien. Je pourrais rajouter sur toute la durée de l'année, en fait, l'herbe et le maïs doivent être présents, que ce soit en été ou en hiver. Donc il y a des seuils pour chacune des saisons. Aujourd'hui, le seuil de pâturage, ça va être 150 jours de pâturage et 10 arts minimum, 60 arts d'herbe par vache, mais au niveau de l'exploitation. Et il y a une réflexion sur l'évolution du cahier des charges pour redonner un peu de poids à ce pâturage et passer à 15 arts et 180 jours de pâturage. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours sur le cahier des charges. On parlait de l'Europe. Est-ce qu'on a une existence, là on parle de cahier des charges où il y a du pâturage, et donc il y a forcément une valorisation de ce cahier des charges, mais est-ce qu'il y a eu des tentatives en Europe de payer du lait de pâturage, en Europe ou en France d'ailleurs, avec un peu plus de prix, avec des primes, avec des choses comme ça? Est-ce qu'on passe aussi par ces systèmes-là? Je pense notamment aux Pays-Bas où il me semble qu'il y a eu des tentatives. Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas forcément toutes les études précises par rapport aux autres pays. Tout ce que je sais, c'est que une étude qui a été assez intéressante, qui a été réalisée en comparatif entre la France et l'Allemagne, c'est qu'il y a eu un moment avec l'augmentation des prix suite à la crise ukrainienne, etc. Il y a eu une baisse de la consommation des produits de lait bio en France et en Allemagne. Mais ce qui a été extrêmement intéressant de voir, c'est qu'en Allemagne, le consommateur s'est en fait détourné pour des questions de prix du lait bio et est allé sur le lait de pâturage qui est historiquement beaucoup plus consommé en Allemagne. Après, j'ai pas de connaissances sur sur les autres pays, s'il y a des primes ou ce genre de choses. Ok, très bien. Et puis, peut-être, ça me permet de rebondir aussi sur, au-delà de tout ce qui a déjà été cité sur les attentes du consommateur. Dans les attentes des consommateurs, on a aussi la décarbonation. Est-ce que je repose la question à vous, Monsieur Lefebvre, est-ce que la décarbonation, est-ce que le pâturage peut permettre cette décarbonation? Quel rôle a lié le pâturage? Alors, le pâturage dans le système de production laitière, on va dire conventionnel, peut être un levier dans le sens où il y a un maintien de prairies qui sont souvent des prairies temporaires, mais avec des durées d'implantation qui peuvent être de 4 à 6 ans. Donc quand même une partie stockage liée au maintien des prairies. Et puis il y a un levier, on va dire, sur la consommation de concentré. Donc, en quantité concentrée, nous, dans ce qu'on observe entre des élevages qui pâturent pas ou peu et des élevages qui pâturent de manière significative et en faisant confiance à la qualité de l'herbe, donc on a un gain de 500 kg de concentré à production équivalente. Donc c'est 500 kg et c'est notamment aussi des concentrés riches en MAT qui sont susceptibles de venir d'assez loin. Et donc voilà les deux leviers principaux par rapport aux émissions carbone en lien avec le pâturage. Okay. Et alimentation, économie de concentré. Margot, je m'adresse à vous. Il me semble que vous avez participé à un projet qui s'appelait SPAD sur la place des prairies. Et là aussi, on peut peut-être rappeler un petit peu ce qu'était ce projet et puis là aussi voir quels éléments on retient par rapport à la décarbonation. Oui, donc tout à fait. Donc SPAD pour système de production agricole durable. Donc c'était un projet de 3 ans en partenariat entre les chambres d'agriculture de Franche-Comté et la Fondation rurale interjurassienne en Suisse. Donc le but a été de réaliser des enquêtes chez les éleveurs en bovin lait et bovin viande pour récupérer leurs pratiques et notamment voir qui
quelles pratiques permettaient d'avoir les meilleurs résultats en termes de durabilité, donc sur les 3 piliers qui sont l'économique, l'environnement et le social. Et dans les résultats qu'on a obtenus, justement, le pâturage avait une place importante dans la ration de base, puisqu'il permettait, comme on disait, de diminuer les concentrés, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations de concentrés, et il permettait aussi de stocker du carbone ou d'éviter d'en relarguer en retournant des prairies. Très bien. Merci. Peut-être Pierre Fouguet, vous confirmez les attentes des consommateurs par rapport aussi à la décarbonation, et est-ce que finalement ils arrivent à associer le pâturage et la décarbonation? En tout cas, c'est vraiment un des objectifs de la filière laitière au sein de son plan de filière France Terre de lait, donc qui a été écrit avec tous les partenaires de la filière laitière, de la fourche à la fourchette, de mettre en avant que l'élevage et la filière laitière est dans une vraie démarche de réduction de ces émissions de carbone, avec la démarche bien sûr de ferme laitière bas carbone, avec les dispositifs CAP2ER, et il a été rappelé que le pâturage, eh bien, c'est vraiment un des puits de carbone qui permet de stocker, qu'on stocke plus de carbone dans une prairie que dans un hectare, par exemple, de forêt, qui a aussi tous les avantages en termes de préservation de la biodiversité, également avec l'agroforesterie, puisqu'en moyenne, il y a 3 fois plus de haies qui sont présentes dans une prairie que dans un hectare, on va dire, labourable, grande culture. Ok, très bien. Et puis, autre aspect peut-être du pâturage, je m'adresse à Monsieur Fatet tout à l'heure, il me semble que vous avez parlé dans les bons aspects du pâturage, du bien-être animal. Est-ce que, peut-être chez vous ou dans d'autres exploitations, est-ce que vous pourriez nous redire ce qu'on retrouve comme facteur de bien-être animal au pâturage par rapport à des systèmes qui ne sortiraient pas complètement? Et évidemment, vous êtes éleveur, donc vous avez ça tous les jours en tête, de faire que vos animaux soient dans le bien-être et aillent bien, mais qu'est-ce qu'apporte finalement le pâturage au bien-être des animaux? À la base, une vache, c'est fait pour aller dehors, donc aujourd'hui, on le ressent surtout sur la santé des animaux, mais par rapport aux pattes des animaux, leur déplacement, et aux problèmes métaboliques qu'on rencontre en système 100% maïs. Donc on retrouve pas, on a bien moins de problèmes de digestion, d'alimentation par le pâturage. Si je peux me permettre de compléter, je suis convaincue que le pâturage, en effet, peut être très bon pour les vaches. J'allais dire, à condition qu'il soit aussi bien géré. Je pense notamment, on parlait des pattes, avoir des bons accès à ces pâtures, qu'il n'y ait pas trop de caillasse, que ça ne soit pas trop boueux. Aussi avoir des abris pour les animaux, que ce soit quand il fait mauvais ou quand il fait vraiment très chaud. Voilà, le bien-être animal au pâturage, on peut l'obtenir à condition de respecter certains critères et aussi les points d'abreuvement et tous ces facteurs-là. Okay. On reviendra effectivement sur la mise en place du pâturage et les contraintes qu'il peut y avoir. Moi j'aimerais qu'on revienne aussi un instant sur la place du pâturage aujourd'hui finalement dans nos systèmes, parce que là on entend bien les attentes du consommateur, le prix peut-être qu'il est prêt à payer, on y reviendra aussi. Mais aujourd'hui je me tourne vers Laurent Lefebvre notamment sur la place du pâturage aujourd'hui dans les systèmes, notamment Bourgogne-Franche-Comté. Quelle est cette place dans les troupeaux aujourd'hui? Donc, moi, ce que je peux vous parler, c'est de la base de données des suivis Galaxy. Donc, c'est un suivi technico-économique qui se fait notamment sur la partie Bourgogne, mais je pense qu'en zone de plaine, sur la Franche-Comté, on aura à peu près les mêmes équilibres. Donc, on a environ 170 suivis et la photographie sur 2022-2023, c'est 65% du lait produit sur des élevages où le pâturage est proche de zéro. C'est-à-dire du pâturage peut-être des taris et certains où les vaches sortent un petit peu, on est en moyenne à 9 arts, mais où, quand on regarde de près l'alimentation, il y a peu de pâturage. Et donc 35% où le pâturage est vraiment intégré dans le système alimentaire et à une place réelle, quoi.
On peut expliquer ça. Donc, j'ai pas une idée de l'évolution, mais on est sur une région où il y a eu de grosses restructurations ces 10 dernières années, avec des tailles de troupeaux qui maintenant sont proches de. Là, sur notre échantillon, on est à pas loin de 100 vaches en moyenne par troupeau. Et donc, la réduction du pâturage est aussi en lien avec les surfaces accessibles. Parce qu'il faut pouvoir avoir la surface qui permette de faire pâturer. Et avec l'augmentation de la taille des troupeaux, dans certains cas de figure, c'est un facteur limitant. Après, plus largement au niveau national, je ne sais pas si on a des... Au niveau national, le constat est assez similaire, c'est-à-dire que depuis l'arrêt des quotas, il y a eu une augmentation, une vraie spécialisation de beaucoup d'exploitations qui sont allées vers la production laitière. Mais au niveau aujourd'hui en France, plus de 90% des vaches continuent de pâturer. Donc on voit qu'il y a quand même toujours cet accès au pâturage qui est garanti au sein de l'écrasante majorité des exploitations laitières en France. Et quand on compare au niveau européen, la France se situe dans la moyenne européenne en termes d'accès au pâturage. Après, voilà, les champions vont être forcément les Irlandais, de par un peu toute l'image qu'on peut avoir de l'Irlande, de l'île verte. Et vous en avez où, pour des questions simplement à la fois de sol mais aussi de climat, comme la Finlande, où il y a très peu de pâturage. Et comme l'a dit Pierre, les pays qui sont très compétitifs en lait, souvent le point commun c'est l'herbe, parce qu'en fait quand on voit l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Hollande, c'est des pays où les vaches sortent et consomment de l'herbe. Donc franchement, c'est pas anti-économique, loin de là. Peut-être, on a cité des pays et ça me fait penser aux saisons et à la disponibilité de certains pays en herbe tout au long de l'année. Là, on voit un petit peu avec et on va l'aborder tout à l'heure, un petit peu avec le réchauffement climatique qu'on peut avoir des périodes de pâturage qui s'étendent oui et non. Est-ce que vous, Stéphane Convert, vous pensez que ça peut être un problème quand même, le fait d'avoir du lait de pâturage, forcément pas tout le temps sur la saison, quoi. Est-ce que ça va poser des problèmes aux laiteries, aux filières? On pourra poser la question aussi à Francis Faton. Et comme toujours, les agriculteurs doivent s'adapter. S'ils veulent garder du lait à l'herbe, en fait, il y aura sûrement une période estivale où ce sera plus compliqué, alors quelle que soit la zone, puisqu'on voit même en Franche-Comté des sécheresses qui deviennent sévères. Par contre, on s'aperçoit que la durée d'hivernage risque de se réduire. Donc moi, historiquement, mon père sortait les vaches le 1er avril, et bien l'an dernier, c'était le 1er mars. Et peut-être qu'on va ravancer encore un petit peu. Et donc en fait, on gagne un peu au printemps, on gagne un peu à l'automne, et on perd en été. Bon. Après, globalement, la durée de pâturage, elle n'est pas forcément réduite. Donc, et je dirais même que l'herbe, voilà, le maïs, entre guillemets, sera peut-être plus impacté par le changement climatique que l'herbe, puisqu'en fait, on peut produire en quantité, alors il va falloir avancer les dates de fertilisation, les dates de sortie des animaux, mais voilà, il faut quand même miser sur le printemps, et c'est possible. Okay. Monsieur Faton, peut-être est-ce que ça va poser des problèmes aux filières d'avoir peut-être des gens qui vont décaler des périodes de vélage pour avoir plus de lait? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une volonté de l'AOP beurre et crème de Bresse d'avoir un peu plus de lait peut-être sur telle ou telle période où il y a plus d'herbe pâturée, ou peut-être pas? Aujourd'hui, on sait que la grosse contrainte du pâturage, c'est le climat, donc surtout par une période excès de sec et de chaud, donc où il n'y a plus de pousse de l'herbe. Aujourd'hui, il existe plein de moyens de faire des stocks d'herbe de printemps de bonne qualité qui nous permettent de faire du lait toute l'année et de sortir quand même les vaches juste pour de la promenade, mais qui sont quand même alimentées avec de l'herbe produite sur nos exploitations et de bonne qualité. Finalement, je vous pose la question un petit peu collectivement. C'est un vrai plaisir ce pâturage ou c'est compliqué quand même à mettre en place? Je sais pas, Francis. Non, mais c'est vrai que le pâturage, moi, voilà, je suis chambre d'agriculture et la triple performance, alors économique, environnementale, on a parlé avec le programme, et sociétale,
on est vraiment dedans. Et c'est vrai que ça coche toutes les cases. Et c'est vrai que la mise à l'air, c'est un moment très agréable, honnêtement. Les vaches attendent ça. Nous aussi, parce que c'est vrai que l'hiver, en fait, on hiverne nos animaux parce qu'il n'y a pas d'herbe. Si on était en Nouvelle-Zélande et qu'on avait la capacité à avoir de l'herbe 12 mois à l'année, honnêtement, je pense que je ferais comme eux. Non, mais voilà, plus que ça, c'est vrai que, comme je vous le dis, ça coche toutes les cases. Et c'est vrai que ça permet aussi, alors je m'avance un petit peu, mais en tant que responsable de filière, ça peut aussi préserver des exploitations entre guillemets à taille humaine, chose que on n'est pas condamné aussi à avoir des gros troupeaux, des feedlots, ou des choses à l'américaine. On peut conserver des troupeaux, parce que le pâturage nous permet peut-être économiquement de créer moins de charges et à ce moment-là de garder un maximum d'éleveurs. Et c'est ça l'objectif quand même. Ouais, c'est une des caractéristiques du pâturage, c'est qu'effectivement il faut pouvoir garder une exploitation à taille humaine ou en tout cas adapter les surfaces qui sont autour, on y reviendra. Francis Fatet, c'est difficile de gérer du pâturage comme chez vous. Je ne sais pas si le pâturage a pris de plus en plus d'importance ou pas. Ça dépend ce qu'on appelle difficile. L'important, c'est de se donner les moyens. Mais aujourd'hui, nous, on est dans un peu le même système que la vidéo. On est un système robotisé avec porte de pâturage. On est content quand le printemps arrive parce qu'on gagne presque du temps de faire aller pâturer nos vaches. Parce que du coup, on se retrouve avec moins d'alimentation à distribuer, moins d'entretien dans le bâtiment. Et aujourd'hui, il y a un terme qui est assez... on dit que la meilleure des faucheuses, qui coûte la moins cher, c'est la vache. Donc aujourd'hui, économiquement, la vache qui va se nourrir tout seul, il n'y a pas mieux. Je me tourne aussi vers Laurent Lefebvre et Margot Party, qui sont nos référents techniques aussi. On parle de main-d'œuvre et souvent, quand on parle de pâturage, on peut entendre que ça coûte en main-d'œuvre, en fait, qu'il faut y passer du temps. Est-ce que vous avez ce ressenti-là, finalement, quand vous accompagnez aussi les éleveurs vers le pâturage? Est-ce qu'on a ce ressenti-là de rassurer les gens sur la main-d'œuvre ou finalement vous êtes convaincu qu'il y a un équilibre qui se fait sur la main-d'œuvre? Moi, je suis convaincu qu'il y a un équilibre qui se fait sur la main-d'œuvre. Après, l'important, c'est d'avoir des éleveurs qui sont motivés par rapport à ça et qui y croient. En fait, ça change énormément le regard que l'éleveur peut avoir par rapport à ce travail-là. Il y en a qui disent sur ces périodes-là, moi, je préfère être à pied dans mes pâtures que sur un tracteur à faire une mélangeuse. Même s'il y a pas mal de périodes où ça cohabite aussi. Ce qui peut biaiser le regard, c'est quand on fait des moyennes, les élevages où il y a du pâturage, on a des productivités de la main-d'œuvre plus faibles. On peut en déduire que ça prend plus de temps. En fait, c'est plutôt des systèmes qui sont restés plus à taille humaine, où on a moins poussé le curseur de la productivité de la main-d'œuvre et peut-être moins chargé en investissement. Et c'est pas, faut pas faire le lien rapide de dire en pâturage on a moins de productivité du travail. Parce que quand on regarde de près dans des élevages qui maîtrisent, qui sont efficients, là on peut retrouver tout à fait les mêmes performances. Je peux vous présenter une étude basée sur les fermes de référence de l'Institut de l'élevage, donc qui ont été triées, il y a 70 exploitations par classe, et triées sur la part du pâturage dans le système vache laitière et élevage hygiéniste. Donc on part de... Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un impact très significatif sur le coût alimentaire. On a 38 € d'écart entre les systèmes où il n'y a pas ou peu de pâture par rapport à des systèmes très pâturants. Donc ça, et on l'a déjà dit au cours des débats, c'est un des points majeurs, c'est la réduction du coût alimentaire. Ce qu'on peut observer également, c'est qu'on retrouve ça sur le prix de revient, donc le prix de revient qui va intégrer la totalité du processus de production et tous les étages des coûts de production, avec un prix de revient aussi plus compétitif, malgré un niveau de productivité de la main-d'œuvre plus faible dans les élevages où ça pâture. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le pâturage qui fait qu'on a forcément moins de productivité de la main-d'œuvre,
mais c'est qu'on retrouve dans les élevages pâturants plutôt des plus petits élevages et où les gains de productivité de la main-d'œuvre sont moins évidents. Mais justement, cette plus faible productivité de la main-d'œuvre peut être compensée par des coûts de production plus faibles. Et au bout du compte, quand on regarde la rémunération permise, on a des choses très équivalentes. On est sur l'exercice, on doit être sur du 2022, on est à 2 SMIC et demi à l'épaisseur du trait près dans les différents systèmes. Margot Party, on parlait là dans le reportage, enfin les éleveurs disaient 3 jours par an pour mettre en place les clôtures, etc. Et ensuite 45 minutes par jour. Est-ce que c'est réaliste quand on accompagne des éleveurs sur de la mise en place de pâturage? Je pense que c'est réaliste, puisque je pense qu'on peut leur faire confiance sur le temps qui passe. Après, c'est vrai que un des avantages du pâturage, c'est qu'on a mine de rien pas mal de marge de manœuvre. Alors, avec toujours la contrainte du parcellaire, bien sûr, etc. Mais je vois quand on commence à réfléchir au découpage du parcellaire avec les éleveurs, moi j'aime bien leur demander combien de temps vous avez l'habitude de laisser les animaux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt partant pour changer tous les jours ou les 2 jours parce qu'il y a d'autres contraintes? Enfin, on peut amener une certaine souplesse en adaptant la taille des paddocks au troupeau, au potentiel du terrain. Donc chacun peut adapter la taille de ses parcelles, et ça me fait penser à une expérimentation qui avait été faite par Luc Delavie au Pin avec un très grand troupeau qui restait, je crois, jusqu'à 10 jours sur une parcelle. Et sur l'année, il ne montrait pas de baisse de production, c'était vraiment la même chose que de les changer tous les jours. C'était surtout le volume quotidien qui changeait. Donc quand on se dit qu'on peut passer de soit la demi-journée jusqu'à même 10 jours sur une parcelle, on peut clairement adapter la charge de travail à chaque contexte, quoi. Mais il y a une dimension technique et une dimension peut-être pas philosophique, mais voilà, il faut être prêt psychologiquement dans sa tête à aller vers le pâturage aussi. Donc, et avoir le lait varié au tank. Ouais, okay. Et je dirais quand même la dimension foncier. Ouais, c'est vrai que ce qui peut être vraiment un facteur limitant, c'est quand il n'y a pas de surface à proximité des bâtiments. Parce qu'en fait, les laitières, il faut les sortir matin et soir. Donc, quand c'est trop loin, et en plus de ça, dans les chemins, il faut faire attention aussi, les cailloux, voilà, quand on les emmène très loin, ça perd un peu de son sens. Sauf dans les systèmes où ils ont des cahiers des charges, où là, ça les emmène sur peut-être des parcelles plus éloignées, parce qu'ils ont une plus-value. Mais dans du lait standard, voilà, c'est ça qui va être le frein. Et d'autant plus amplifié qu'on a quand même une robotisation de la traite qui est grandissante et où la proximité et les distances sont encore plus prégnantes sur le fonctionnement du système. Donc, effectivement, il y a l'aspect structurel qui va quand même peser, mais aussi la motivation, c'est vraiment un facteur déterminant dans le développement et la bonne gestion et utilisation du pâturage. J'allais vous interroger d'ailleurs sur, il y a tout ce que vous venez de citer, agrandissement, robotisation, et puis les niveaux de production aussi des vaches laitières, parce que on peut avoir un petit aspect, être attaché à un certain niveau de production, et parfois on entend, si je viens au pâturage, mon niveau de production par vache va diminuer. Est-ce que déjà c'est réel, et puis est-ce que c'est un si grand inconvénient que ça? C'est pas automatique. On voyait dans le témoignage que lui, il y avait un facteur bâtiment qui était peut-être un peu limitant, mais eux observent une augmentation de la production au pâturage. Quand on regarde un peu les groupes d'éleveurs et qu'on essaye d'analyser ce qui se passe, en fait, il est possible de maintenir un niveau de productivité, on va dire, élevé. En Montbéliard, par exemple, 8000 litres vendus par vache. On va le retrouver dans des élevages qui ne pâturent pas, des élevages qui pâturent. Ce qui est important, en fait, c'est, on a parlé de gestion, des hauteurs d'herbe, de la qualité de l'herbe, de faire confiance à l'herbe et de réduire les concentrés en période de plein pâturage quand l'herbe est de bonne qualité, mais aussi d'avoir les stocks pour prendre le relais dès que l'herbe perd de la qualité et commence à durcir, comme on dit. Et on voit
que ça c'est prépondérant aussi dans la réussite et les bonnes performances économiques, c'est de ne pas avoir de trous, on va dire, d'alimentation. Et dans les élevages plus traditionnels orientés pâturage, on peut trouver ces baisses de productivité parce qu'il n'y a pas forcément les stocks en face. Donc dans un élevage moderne qui pâture, il faut sortir tôt, être prêt quand l'herbe se met à pousser et c'est en train de bouger beaucoup, mais aussi prendre le relais l'été avec des stocks de qualité pour ne pas justement impacter trop la productivité. Donc pour moi, la productivité, c'est tout à fait compatible avec le pâturage. On a des exemples concrets sur le terrain. Okay. Est-ce que ça vous paraît aussi un chemin obligatoire, ces mesures d'herbe pour gérer le pâturage, ou peut-être que vous gérez différemment? Si on veut revenir à ce que disait Laurent, aujourd'hui ce qui fait la production de lait, c'est vraiment la qualité même du fourrage. Et aujourd'hui, si on veut continuer de garder notre production en saison de pâture, c'est devenu quasiment obligatoire de mesurer, de faire attention au stade de l'herbe, et pas hésiter à fermer une parcelle pour la faucher, pour garder cette qualité de fourrage. Stéphane, peut-être. Ouais, moi j'utilise pas l'herbomètre. Par contre, stratégiquement, moi alors en lait standard, mais d'avoir des parcelles pour la première saison de pâturage, après comme ça a été dit dans les reportages, c'est garder de la belle herbe, et donc derrière les repousses d'ensilage, derrière des ensilages, remettre des vaches, et après sur des parcelles qui ont été fermées et faites en foin, et remettre encore ces vaches-là sur des repousses. L'idéal, c'est ça, c'est d'avoir des repousses tous les mois. Après, c'est sûr que la période estivale, là, on ne peut plus trop faire grand-chose, à part des espèces un peu plus résistantes, telles de dactyles. Mais voilà, donc tout miser sur le printemps et échelonner aussi les coupes pour qu'on ait de la belle repousse. Je rebondis aussi, tout à l'heure, Stéphane Convert, vous parliez du réchauffement climatique, du calendrier, etc. Et peut-être question pour Margot Party, peut-être dans le prolongement du témoignage, finalement, on peut aussi opposer ça, des éleveurs peut-être qui ne sont pas prêts psychologiquement à y aller, peuvent aussi nous opposer le fait qu'avec le réchauffement climatique, c'est très dur de pâturer, c'est très dur de tenir des prairies, etc. Comment vous arrivez à accompagner les éleveurs quand on a ces freins-là et ces réticences-là par rapport au réchauffement climatique? Comme on le voit déjà aujourd'hui, la tendance pour la pousse de l'herbe dans les années à venir, c'est un peu ce qu'on a eu aussi ces dernières années, c'est-à-dire une pousse de l'herbe plutôt précoce, un pic de pousse qu'on connaît déjà à peu près, je parle pour la plaine, avril-mai, et puis souvent un gros creux en période estivale, avec vraiment un arrêt de la pousse parfois vraiment sévère, et un redémarrage aléatoire, on va dire, à l'automne, mais quand il se fait, par contre, il se fait plutôt bien et de bonne qualité, jusque relativement tard. Je pense notamment il y a quelques années où on s'est dit à un moment on aurait presque pu garder les vaches encore jusqu'en décembre tellement ça avait poussé. Donc je pense que toutes les personnes qui pâturent sont bien conscientes de ça, que la pousse de l'herbe, son inconvénient, c'est que ce n'est pas régulier, et c'est là aussi un des... pour les personnes qui ne pâturent pas, je peux comprendre que ce soit un confort de distribuer toute l'année la même ration aux animaux et de ne pas se poser de questions. Aujourd'hui, on fait des bâtiments avec des ventilateurs, avec des très bonnes aérations. Les vaches sont au frais l'été, au chaud l'hiver. En termes de bien-être animal, on remplit quand même une certaine quantité de critères qui répondent tout à fait à ça. Et après, au pâturage, voilà, ce qui peut être pas mal finalement, et ce que certains font, c'est de laisser, par exemple, l'accès au bâtiment, par rapport au bien-être animal, laisser l'accès au bâtiment pour que les vaches puissent se mettre à l'ombre, au frais, s'il y a des ventilateurs, pollinisateurs, des choses comme ça. On fait quand même de plus en plus de choses modernes pour améliorer le confort des animaux. Et améliorer le confort des animaux, c'est aussi améliorer leur productivité, parce que les vaches, elles sont comme nous, quand elles ont trop chaud, elles n'ont pas faim, et une vache qui n'a pas faim, c'est une vache qui produit moins de lait, et puis aussi qui doit lutter contre la chaleur, etc. Et pendant ce temps-là, encore une fois, elle produit
elle produit pas de lait. Donc c'est au bénéfice de tout le monde de garantir tout ça. J'allais dire avec ou sans pâturage, mais finalement là ça dépend vraiment de la sensibilité des uns et des autres. Okay. Et si je peux rajouter, dans l'herbe, le petit souci entre guillemets, c'est les températures. Et c'est vrai qu'avec le changement climatique, le frein, ça va être sûrement les fortes températures qui, même avec de la pluviométrie, font que l'herbe s'en sort difficilement. Donc c'est vrai que, comme je vous dis, s'il faut aviser, c'est quand même ravancer la période de sortie, retarder, et entre guillemets, voilà, c'est un atout l'herbe, il n'y a pas de souci, et peut-être aussi garder, alors pour ceux qui le peuvent, du maïs, parce que voilà, l'un avec l'autre, c'est plutôt bien. Cette année, là, on s'aperçoit que le maïs réagit plutôt mieux avec la pluviométrie, ce qui résiste mieux aux températures. Par contre, les stocks qu'on a pu faire au printemps en herbe ont été de bonne quantité et de qualité. Donc au final, voilà, c'est se dire, au lieu de tout miser sur le maïs, de tout miser sur l'herbe, continuer pour s'adapter à garder les deux. Et alors ça tombe bien, puisque là aussi le Beurre et Crème de Brest l'encourage, mais c'est vrai que il va falloir quand même faire attention à cette température élevée qui peuvent être un problème. Donc voilà, c'est ça aussi le pâturage, c'est toujours s'adapter d'une année sur l'autre, d'une semaine à l'autre. Voilà, il y a des choses qu'on a du mal à anticiper et à prévoir. Et surtout, enfin, un des conseils, et puis c'est ce qu'on voit aussi chez les agriculteurs, c'est vraiment saisir la moindre opportunité de sortir les vaches, d'aller faucher. C'est pas parce qu'on est au mois de février en plaine qu'il faut se priver d'aller faire de l'enrubanage parce qu'on n'a jamais fait ça. Ou nous, l'enrubanage, c'est à telle date. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. On en parlait tout à l'heure, avancer la date d'un mois le pâturage, mais il ne faut surtout pas hésiter. Se détacher un petit peu du calendrier et du « on n'a jamais fait ça ». Ouais. Mais on n'a jamais vu ça non plus en termes de température. Voilà. Mais oui, ça me fait penser à la réflexion de Francis Fatès sur l'exploitation de l'herbe, quelle que soit sa forme aussi. Voilà, hein, petit à petit, tout va se ramasser. On va revenir peut-être un peu au produit final. L'impact finalement, alors on en a parlé un petit peu avec l'AOP Crème et Beurre de Brest, l'impact finalement du pâturage sur le lait, la viande, le rendement fourragé, les compositions fines. Je crois que Margot Party, vous aviez une étude aussi sur la typologie des prairies permanentes dans les Vosges, hein, qui avait amené un petit peu des choses là-dessus sur l'impact du pâturage sur les produits finaux. Oui, donc en fait c'est une thèse qui a été faite sur les prairies permanentes dans le massif des Vosges. Ça a aussi été fait dans le massif central. En fait, ils ont essayé de faire un peu le lien entre la composition floristique des prairies, alors du coup plutôt prairies permanentes, et le lien avec la qualité des produits finis tels que le fromage et la viande. Et dans la typologie donc, des prairies permanentes du massif des Vosges, on retrouve pour chaque type une note de 1 à 3 sur la qualité fromagère qu'on peut attendre de chaque prairie. C'est lié notamment à la composition floristique, c'est lié aussi au type de fourrage qu'on peut tirer facilement de ce type de prairie. Voilà. Et ils ont aussi évalué la qualité pour la santé animale, grâce aux antioxydants, grâce à des plantes dont on connaît les effets bénéfiques pour les troupeaux. Donc il y a aussi tous ces aspects-là de l'herbe en général et du pâturage en particulier qui impactent les produits finis. Et je sais qu'ils ont aussi fait une étude là-dessus en comté, puisqu'ils étaient très intéressés. Donc on voit les nombreux avantages du pâturage pour l'humain, pour l'exploitation laitière, pour les éleveurs et pour le consommateur, mais justement je me tourne vers Pierre Fouquet, ce consommateur avec la crise du pouvoir d'achat qu'on connaît, est-ce qu'il ne va pas être tenté de se détourner de ces produits avec un effet
prohibitif sur les prix en fait. Alors, ce qui est certain, c'est que dès qu'est apparu le contexte inflationniste que l'on connaît encore aujourd'hui, une majorité des consommateurs, enfin une partie des consommateurs plutôt, se sont détournés de tous les produits dits sous signe de qualité un peu plus chers, comme vous l'avez évoqué. Par contre, ce qui est aussi certain, c'est qu'une fois qu'il y aura une certaine stagnation ou que le contexte inflationniste sera moins prégnant, il est certain que le consommateur reviendra un peu plus en phase avec à la fois entre ses attentes sociétales et ses moyens de consommateur et retournera certainement vers des produits comme le lait de pâturage, mais ça a été la même chose notamment avec les produits bio. Il y a eu une étude un peu plus poussée du CNIEL sur ces questions-là, et où il y a, pour les panels qui ont été étudiés, les consommateurs retourneront certainement vers les produits bio, et donc de la même manière potentiellement les laits de pâturage, puisqu'il y avait là où on a eu une plus grande diversification des produits, c'est là où le bio c'est aussi le mieux porté. Donc il y a certain que, de la même manière que le consommateur retournerait vers le bio, il retournerait vers des produits sous signe de qualité. Donc un petit effet court terme dû à l'inflation qui nous donne de l'espoir à long terme. Et puis pour conclure ce tour de table, je vais peut-être vous demander à chacun finalement un petit mot de la fin, ce que vous retenez des débats d'aujourd'hui, la synthèse que vous en faites, et puis peut-être se projeter chacun dans votre domaine sur l'avenir du pâturage également, peut-être Laurent Lefebvre. Pour conclure sur un regard, on va dire, technique, dire que le pâturage, ça ne peut pas se résumer juste à une surface mise à disposition des vaches. On voit qu'il y a des écarts de résultats économiques importants pour une même surface. Et ceux qui réussissent le mieux et qui en récoltent les fruits, c'est ceux qui font confiance à la qualité de l'herbe au moment où elle est proposée dans la ration, donc avec des réductions de concentré. Et que, on l'a redit, c'est à intégrer dans un système où il y a une gestion des stocks qui devient prégnant du fait des évolutions du climat, et qui est aussi compatible avec l'évolution de la technologie et du robot de traite. On voit qu'il y a moyen de conserver une part de pâturage et de bénéficier de ce que peut apporter un robot de pâturage à l'échelle du troupeau et du travail de l'éleveur. Très bien. Laurent Lefebvre, donc référent technico-économique à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Margot Party, sur votre expertise technique sur le pâturage, Chambre d'agriculture de Haute-Saône, un petit mot de la fin peut-être pour... Je pense que, comme on l'a vu, il y a évidemment des contraintes pour les éleveurs, que ce soit au niveau du foncier, de la gestion de l'herbe, du troupeau, de la météo, enfin voilà, tous ces aléas-là, mais je pense que les éleveurs ont vraiment gagné à essayer de mettre un maximum de pâturage dans leur ration, comme disait Laurent, que ce soit du point de vue économique, environnement, social. Je pense que tous les éleveurs qui voient leurs vaches dehors sont contents de les voir dehors. Voilà, je pense que si c'est bien fait, tout le monde a y gagné. Très bien. Stéphane Convert, représentant de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, éleveur. Oui, donc moi, voilà, après les expertises techniques, c'est vrai qu'on parle de triple performance, on est dedans, mais moi ce que je voudrais dire surtout, c'est que le lait de pâturage, enfin, la capacité à faire sortir nos vaches et à faire consommer de l'herbe, c'est un sujet d'avenir et pas du passé, parce que c'est ce qui pourrait continuer à garder un maximum d'éleveurs dans cette production et aussi de se différencier. Entre guillemets, comment dire voilà, qu'on fait de la qualité, qu'on fait plein de choses, mais c'est un élément qui fait qu'on se démarque de ces exploitations. Alors on a la ferme des 1000 vaches en tête, mais voilà, c'est l'exemple. Si on arrive à garder à se différencier et à garder, à faire connaître nos pratiques, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus qui nous différenciera. Ok, très bien. Francis Fatet, donc représentant, je le rappelle, AOP Crème et Beurre de Bresse. Sujet d'avenir alors, hein, le pâturage. Moi, je vais rester surtout sur les points positifs du pâturage. En premier lieu, c'est la santé animale, le bien-être animal. Et en deuxième temps, la santé de nos exploitations avec des coûts de production en lait restreints par rapport à des coûts conventionnels.
Ok, très bien. On l'a vu, à moins 40 € les 1000 litres. Et puis pour Pierre Fouquet aussi, directeur du SIL BFC et Est sur le pâturage. Je crois que tout a été déjà dit et très bien dit. Le pâturage a de nombreux avantages, il y a aussi quelques inconvénients qui peuvent être corrigés autour de la fromageabilité par rapport à certains laits, mais les équilibres de la ration peuvent ensuite être emmenés. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une démarche de l'ensemble de la filière pour que de la fourche à la fourchette, eh bien l'ensemble, que ce soit du consommateur au producteur, on puisse retirer tous les avantages que peut apporter le pâturage pour celles et ceux qui font le choix et qui ont l'opportunité d'aller vers le pâturage. Très bien, je vous remercie tous les 5 de ces éclairages, de ces regards croisés sur le pâturage et puis voilà, je retiens sujet d'avenir effectivement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à picorer quelque part, à pâturer ces témoignages et à échanger, et en espérant que ça vous ait apporté un regard éclairé sur cette thématique.